comment distingue-t-on ce qui est naturel et ce qui est de l'ordre de la technique autour de nous, par exemple? Si je suis en train de te demander, voilà, comment je peux faire la différence entre quelque chose qui a une sorte de réalité en soi et quelque chose qui a été inventé, qui a été fabriqué. Qu'est-ce que tu répondrais, mon cher prof? Si quelqu'un te posait la question, quel serait le critère, voilà, quel serait le critère pour distinguer Oui, là, j'en vois pas. Ça serait empiriquement que je pourrais déceler. Ben justement. Mais autrement, un critère, un distinguo. Par exemple, Voilà. bon, par exemple, est-ce qu'il y a la différence entre moi et une table? Qu'est-ce qui distingue la table de ma personne, par exemple, ou d'un chien, ou de je sais pas quoi? C'est le côté vivant, l'âme, l'intériorité. Chez toi, chez Oui, mais l'animal est vivant. oui. La table, elle a été fabriquée. Alors justement, si elle a été fabriquée, Ouais. qu'est-ce que c'est qu'un objet qui est fabriqué? Je vais pas te mettre sur la voie, enfin je pourrais te mettre sur la voie, mais un objet fabriqué, il n'est pas tout seul. Par exemple là, il y a plusieurs tables. Oui. Donc la technique, ça se caractérise par la multiplicité. Oui, tout à fait. Ouais. La série, toute une série. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors que une personne, elle est unique. Le père de Jean-Marc, connu dans le monde entier avec ses cheminées, c'est pas pour une cheminée œuvre d'art, c'est quand même pour toute une série. Voilà. Donc la réponse, mais c'est pas toujours évident. Si tu as une seule table dans la pièce, tu te dis bon, voilà, il y a une table, moi je suis là, mais là par exemple, tu vois bien qu'il y a des tas de tables, des tas de chaises. Tout à fait. Et donc par conséquent, tu te dis bon bah elle est pas toute seule cette table. Et c'est ça que la technique, par définition, elle ne fait pas sens, elle ne crée pas des objets uniques, la technique. Et l'être humain, il a une spécificité. Voilà, c'est ça. Ouais. Enfin, tu aurais pu trouver. Le vivant, ouais. Voilà. Bon. Mais c'est ça qu'il faut répondre. Moi, je dois t'avouer, j'ai pas trouvé tout de suite la solution. Je me suis posé la question. Je me dis mais quoi? Et en réalité, c'est de la même façon, par exemple, pour élever le débat, le discours aussi, c'est une technique. Comment je peux distinguer un propos qui est vivant, qui est original, d'un propos qui est stéréotypé? Oui, parce que le propos stéréotypé, il relève de la technique. Stéréotypé, c'est-à-dire qu'il est reproduit, il est répété, etc. Suivant des règles de la rhétorique, tu veux dire dans certains discours qu'il y a des artifices et... Non, même pas. Non, parce qu'un discours peut être très original aussi. Absolument. Ouais. Mais qu'est-ce qui distingue un discours original d'un discours qui n'est pas original? Eh bien, c'est pas forcément la spontanéité. Le discours peut être très construit, travaillé, même laborieusement, et le fond va être original. Donc, si c'est pas la spontanéité, oui, mais ça, c'est encore une fois qu'empiriquement. On sent bien si quelqu'un ne fait que reprendre. On sent bien, c'est vite dit, c'est vite dit. Quand quelqu'un te dit quelque chose... Il y a ceux qui répètent comme une leçon. Voilà, oui. Et il y a mais comment peux-tu prouver qu'ils répètent? On revient au débat sur les... Et bon, par exemple, s'il y a une seule table... Parce que c'est des propos très généraux que tu as déjà croisés sur ton chemin. Voilà, c'est ça. Les Juifs sont ceci, les autres c'est ça. Ce sont des propos, ils ne sont pas seuls à les tenir. Oui. Voilà, ils ne sont pas seuls à les tenir, ils sont en série, des propos en série. Comme il y a des tables en série. Bon, cela dit, comme pour la table, si tu es en face d'une seule table, tu peux avoir l'illusion que cette table est unique. Si tu entends une seule personne te dire un truc, tu peux avoir l'illusion que c'est son truc à elle. Mais si tu regardes autour de toi, tu t'aperçois que cette table, elle n'est pas du tout unique et que ce discours non plus n'est pas du tout unique. Sauf dans le cas de personnes qui a vraiment, à un moment dit des choses vraiment originales. Mais on peut dire des choses vraies, pas du tout originales, et méfie-toi quand même, on peut par moment
émettent des propos tout à fait originaux, mais pas exacts. Oui, alors tu sais, c'est la fameuse formule, tu la connais la fameuse formule, ce que vous me dites, dans ce que vous me dites, il y a des choses qui sont intéressantes mais qui ne sont pas de vous, et des choses qui sont de vous mais qui ne sont pas intéressantes. Ouais. Ça, c'est la fameuse vacherie. Ouais. Bon, alors effectivement, intéressante mais pas de vous, donc ça veut dire que ça, c'est pas original. Et effectivement, alors maintenant, le problème que tu poses, c'est on peut dire des choses nouvelles, originales, mais enfin, elles ont au moins le mérite d'être originales. Elles ont au moins le mérite de ne pas être stéréotypées, reproduites. Voilà, donc finalement, le critère, on prend le cas des femmes, par exemple, quelqu'un peut te dire une chose très... Prenons un cas classique, un pianiste qui joue une sonate de Beethoven. Tu te dis, oh, c'est merveilleux. Mais si tu sais qu'il y a 100 pianistes qui ont joué la même sonate, tu vois plus les choses de la même manière. Sauf que c'est pas à toi que je l'apprends vu que tu es... Oui, mais malgré tout... Il y a la façon de le jouer. Oui, mais tout de même, il y a cet élément rajouté qui est la partition, qui est un objet et qui peut être utilisé par des tas de gens, tout comme tes lunettes, tu n'es pas le seul à avoir ces lunettes-là. D'ailleurs, j'avais fait une remarque, mais tu avais dit que c'était pas exact. Eh bien, reprends, oui. J'avais dit que chez les Juifs, apparemment, il y a plein de... En tout cas, à l'époque moderne, il y a plein de chefs d'orchestre, de types qui jouent de grandes œuvres et qui sont juifs, mais parmi les créateurs dans l'histoire de la musique, il y a moins de juifs finalement, créateurs. Et à ce moment-là, tu m'avais donné quand même des noms de musiciens. Mendelssohn, Mahler, Schoenberg, etc. Ouais. Mais oui, effectivement. Mais il y a plein d'exécutants, mais avec génie. Oui. Il y a des grands violonistes juifs, talent, israéliens même. Ivry Gitlis, Yehudi Menuhin. Absolument, qu'il y a des talents. Ça, on peut peut-être travailler-le un jour. Toi qui es dans la musique, c'est une simple parenthèse, ce rapport, le judaïsme et le violon. Oui, le violon sur le toit. Oui, il y a vraiment quelque chose. Kinnor à la gag, oui. Mais cela dit, pour revenir à ce que je disais à propos de Nietzsche, moi par exemple, ma thèse sur Nietzsche, c'est de dire peut-être qu'il était quand même juif. Pour moi, je juge les gens sur ce qu'ils sont et pas sur leurs références culturelles. Si quelqu'un a un certain mode de discours qui est à la fois original, mais qui... par exemple, quand Nietzsche dit Spinoza c'est un frère, en philosophie c'est un frère, c'est pas rien quand même. Qui se reconnaissent dans ce juif Spinoza, dans son discours, même si Spinoza ne tient pas un discours spécialement juif. Ah oui, ça vraiment pas. Donc ça montre bien que la judéité à partir du XVIe siècle, elle n'est pas d'ordre religieux. Oui, mais l'exemple que tu donnes, c'est l'exemple d'un juif qui se marginalise, ou je ne sais pas comment dire, c'est pas le mot exact, c'est normal. Spinoza, par rapport à la communauté. Mais c'est normal, parce que lui, il incarne une nouvelle façon d'être juif. Même s'ils ne le disent pas. La plupart de ces gens dont je dis qu'ils incarnent une nouvelle façon, ils ne sont pas conscients de ça parce qu'ils n'ont pas lu la prophétie de Jérémie 31. Donc ils n'ont pas bien compris le schéma Israël, donc ils n'ont pas compris que être juif maintenant, c'est quelque chose qui est héréditaire, qui est génétique et qui n'est pas une question d'aller apprendre à la choule ou dans les... Mais ça ne peut pas être que génétique, c'est une façon d'être culturelle aussi. Non mais c'est tout le débat sur Jérémie 31. Même si c'est pas la religion, c'est l'ensemble d'une approche culturelle également, mais où la religion n'a plus l'exclusivité, le monopole. Bon, écoute, c'est ta position. Moi, j'ai une position plus radicale. Je pense que c'est quelque chose, c'est une judéité qui est intérieure et qui peut très bien exister sans aucun environnement juif et sans aucune conscience juive. Je connais que très superficiellement Spinoza, ça n'a jamais été ma tasse de thé. Attends. Pour des raisons, non mais pour toi c'est anecdotique, mais c'est qu'en fait il est comme dans la colère et dans le continuel et tout. Et Spinoza, ce que j'ai aimé, malgré le côté mathématique, géométrique, axiome, je me suis détaché de ça. Mais si je l'ai étudié pendant des années, c'est qu'en fait il y a une espèce de sérénité, voire de douceur malgré la rigueur
qui me parle plus, comme la musique de chambre, même si je suis plus ou moins ignare en musique classique, la musique de chambre va me toucher quand même plus qu'un machin très expressionniste, grandiose. Bon voilà, c'est une parenthèse. Oui, bien sûr. Et Louis, qui est un gars assez doux, mais avec une colère prodigieuse au fond de lui, mais très refoulée. Louis, lui, il s'est plongé pendant de longues années, c'est pas du tout un littéraire, un philosophe, bon, comme formation, mais il s'est plongé dans Nietzsche. Oui. Et bien justement, pour moi... jamais dans Spinoza. Oui. Ben Nietzsche, lui, il se retrouvait dans Spinoza.